qu'il est caractérisé par le retour des doublons, par des bureaux de vote supplémentaires, par des électeurs supplémentaires, et qui n'est pas conforme au fichier électoral audité, validé par l'Organisation internationale de la francophonie et verrouillé le 27 avril 2018. L'OIF, à travers des experts dûment mandatés, des experts nationaux, sous la supervision de la Commission électorale malienne, a examiné le fichier et a déclaré qu'il était fiable pour la tenue d'élections régulières et qu'il était zéro doublon. Alors, si 3 mois après, nous découvrons sur le site officiel de la Direction générale des élections un fichier distinct de celui qui a été déclaré fiable et verrouillé et qui comporte des anomalies, des irrégularités, des incohérences, nous étions en tant que partie prenante du processus électoral en droit d'interpeller les pouvoirs publics sur l'existence d'un fichier avarié, parallèle et non conforme. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, ils sont en train de s'embrouiller dans des explications contradictoires et confuses. Nous attendons. Ils nous ont invités, à la demande du Premier ministre, à une séance de travail technique pour nettoyer le fichier. Nous avons décidé de ne pas y aller parce que nous n'avons rien à voir avec le tripatouillage du fichier. C'est ceux qui ont mis des noms supplémentaires, des doublons, c'est à eux de nettoyer le fichier, ce n'est pas à nous de le faire. Deuxièmement, cette crise du fichier électoral a rompu la confiance des acteurs dans le processus électoral. Cela ne saurait être réparé par des mesurettes techniques. Il faut des mesures politiques, des solutions politiques. C'est pourquoi nous avons demandé par correspondance au Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de réunir les candidats, de réunir le ministère chargé des élections et d'associer à cette réunion les représentants de la communauté internationale qui, comme vous le savez, depuis 2012, sont échevés du Mali pour l'aider à retrouver la paix, la stabilité et la sécurité. Ils ont préconisé que nous nous retrouvions dans un comité technique avec les techniciens et l'agence de gestion des technologies du gouvernement, une agence qui n'a absolument rien à voir avec le processus électoral, pour discuter de la meilleure manière de rendre propre un fichier qu'ils ont emmêlé eux-mêmes par leur manipulation. À la limite, c'est leur affaire, c'est pas la nôtre. Nos techniciens n'iront pas à cet exercice. Nous attendons une réponse claire à notre demande de réunion de haut niveau autour du Premier ministre avec la participation des représentants de la communauté internationale et des candidats. Nous n'en savons absolument rien. Nous constatons simplement que le fichier mis en ligne le 4 juillet est différent de celui qui a été verrouillé le 27 avril. Celui qui a été verrouillé le 27 avril a 8 462 électeurs, maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Celui qui a été mis en ligne le 4 juillet a 8 105 000 électeurs sans les maliens de l'extérieur. Et maintenant, on comporte des doublons, des triplons, des quadruplons, comporte des bureaux de vote supplémentaires au nombre de 953, comporte des électeurs supplémentaires. Donc, comment ils ont fait ça? Je n'en sais rien. Nous, on n'a pas d'expertise en tripatouillage du fichier électoral. Donc, ceux qui l'ont fait expliquent. Vous pouvez aller les voir, ils vous diront comment ils ont réussi à faire ça. Vous me parlez d'un huissier en France qui a constaté je ne sais quoi. C'est leur seul refuge. Ils nous ont jeté à la figure un constat d'un huissier parisien qui, on essaie à constater quoi? Franchement, il y a des problèmes sérieux qui se posent dans ce pays aujourd'hui. La seule réponse du gouvernement à ce jour, c'est un constat d'huissier. Au lieu de nous fournir le bon de commande des cartes d'électeurs,
Au lieu de nous fournir le bordereau de livraison des cartes d'électeurs, ils nous produisent un constat d'huissier en France. Quelle valeur cela a-t-il à nos yeux? Qui produisent le bon bordereau de livraison. Ils ont reçu combien de cartes d'électeurs? En ce moment, on saura si les cartes d'électeurs ont été imprimées sur la base du fichier verrouillé le 27 avril ou sur la base du fichier mis en ligne le 4 juillet. Vous savez, nous sommes une opposition très sérieuse et très responsable, qui a une conscience aiguë de la gravité de la situation de notre pays, de la gravité de l'insécurité, de l'instabilité et de tous les problèmes qui se posent au nord du pays, au centre du pays. C'est pour cette raison que nous avons dit depuis plusieurs mois que nous irons aux élections et qu'il est souhaitable qu'il y ait des élections dans les délais constitutionnels pour ne pas rajouter une nouvelle crise à la crise. Mais nous ne sommes pas prêts à aller aux élections avec un fichier irrégulier, avarié et parallèle. Les pouvoirs publics, le gouvernement de la République du Mali ont la possibilité de prendre les dispositions qui s'imposent pour rétablir la confiance des acteurs politiques dans le processus. Nous sommes une opposition sérieuse et responsable. Vous savez, il est arrivé ces dernières années que nous organisions de gigantesques manifestations de rue. Des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, 1 million de personnes dans les rues de Bamako. Sans casser une seule ampoule, sans arracher une seule branche d'un arbre. Croyez-vous cela possible ailleurs? Vous voyez très bien que même en Occident, quand il y a des manifestations de 10 000, 15 000 personnes, ça se termine par des voitures brûlées, des devantures de magasins arrachées, etc. Donc, l'opposition malienne est une opposition sérieuse et responsable, plus consciente de la gravité de la situation du pays que ceux qui nous gouvernent. Sinon, ils ne se comporteraient pas d'une manière aussi irresponsable qu'ils le font. Parce que notre pays se trouve dans une situation particulièrement grave par la faute de ceux qui sont aux commandes depuis 5 ans, qui ont aggravé la crise malienne. Vous vous souvenez, quand le président actuel arrivait au pouvoir, il y avait un gouverneur à Kidal, il y avait des préfets, le drapeau malien flottait sur le gouvernorat à Kidal. La crise était circonscrite à Kidal. Il y avait eu un accord de paix à Ouagadougou qui a préparé les conditions de l'élection présidentielle et les conditions du recouvrement de l'intégrité du territoire national et la réalisation de l'unité nationale. 5 ans après, le bilan est là. C'est un gâchis terrible. Il n'y a ni sécurité, ni stabilité, ni paix, ni réconciliation nationale. Ça, c'est le bilan du président Ibrahim Boubacar Keïta. Je ne vous parle pas de la corruption, des atteintes à la morale publique qui ont atteint des sommets jamais égalés dans ce pays. Une association sans précédent de la famille dans les affaires de l'État. Même du temps des empires et des royaumes, on n'a jamais vu cette manière de mettre la famille au cœur de l'appareil d'État. C'est un terrible bilan, catastrophique. Face à cela, nous avons dit qu'il est important que les forces vives du pays se rassemblent, qu'il faut éviter la dispersion, que nous sommes en face des gens qui sont assis sur une montagne d'argent, d'une part, et d'autre part, qui organisent les élections. Et là, la crise du fichier montre qu'ils n'ont aucun scrupule pour manipuler la base de l'élection. Donc nous avons prôné le rassemblement et pour joindre l'acte à la parole, pour que le plumage ressemble au ramage, nous avons donné l'exemple en appelant à soutenir celui d'entre nous qui est le mieux placé pour battre le candidat Ibeka. Et je pense que le déroulement de cette campagne, la façon dont les choses se passent, montre que nous n'avons pas eu tort, que nous avons eu raison. Il y a une grande soif d'alternance au Mali aujourd'hui, un grand désir de changement. Et il est évident que celui qui incarne cette soif d'alternance, ce désir de changement, c'est notre candidat, c'est le candidat Soumaïla Cissé. Je crois qu'à des moments déterminés de l'histoire nationale d'un pays, il faut savoir prendre les décisions les plus appropriées. Donc,
Nous avons pris cette décision et d'ailleurs, vous allez le constater si vous ne connaissez pas le pays, demandez à ceux qui connaissent le pays, vous allez voir que l'essentiel des forces vives du pays se trouve aujourd'hui regroupé autour de Soumaïla Cissé. C'est un atout parce que ce pays, il ne viendra à l'esprit de personne de le confier en des mains incertaines, inexpérimentées. Il connaît l'État, il connaît l'international, il connaît l'économie, il connaît la politique de ce pays et de la sous-région. Je crois qu'il est vraiment celui qui me semble, et c'est pourquoi je le soutiens d'ailleurs, le mieux placé pour diriger. Maintenant, gouverner en Afrique, c'est être soupçonné. Mais en dehors des soupçons, il n'y a pas de preuves indiquant que Soumaïla Cissé n'a pas les mains propres. Il y a des soupçons, il y a des déclarations qui sont faites à l'emporte-pièce, mais nul n'a pu apporter de preuves concrètes qu'il a pris des libertés par rapport à la morale publique, par rapport au bien public du Mali comme de la sous-région. Dans l'état dans lequel est-ce que dans l'état dans lequel se trouve le Mali, certains voudraient-ils qu'on ait recours encore à un président comme Ibeka, qui est venu sans programme, sans vision, sans plan pour sortir le pays de l'ornière, de la crise. Il faut d'ailleurs, à sa décharge, reconnaître qu'il n'avait pas de programme, il n'a rien promis à personne, les Maliens ne lui ont rien demandé, ils lui ont fait confiance parce qu'ils ont cru que sa réputation d'homme fort suffisait pour gérer le pays. D'abord, il s'est avéré être le contraire d'un homme fort. Ensuite, puisqu'il n'a rien promis à personne et que personne ne lui a rien demandé, mais il a fait ce qu'il sait faire de plus depuis 5 ans. C'est-à-dire, vous savez, ce qu'il sait faire de plus. Mais ne rien faire. Attendez, les accords d'Alger ont duré 1 année de tâtonnement. Les négociations à Alger ont duré 1 année pendant lesquelles le Mali n'a montré en aucun moment son leadership. Le Mali était spectateur de son destin à Alger, déléguant aux autres le soin de construire son avenir. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette impasse. En aucun moment, le président n'a montré qu'il est un leader, qu'il a un leadership. D'ailleurs, il est allé à Alger sous la contrainte de la défaite de mai 2014. Souvenez-vous des propos qu'il a tenus au lendemain de son élection. Je ne m'assierai pas à la même table avec des gens qui ont pris les armes contre le pays. Je ne négocierai pas avec un couteau sous la gorge. Non, on ne m'imposera pas de discuter avec des rebelles. La commedia dell'arte a assez duré. Voilà un tel président venu pour restaurer la paix et la sécurité au Mali, qui avait un accord de paix sur la base duquel il a été élu, grâce auquel il a été élu, qui met tout cela dans les tiroirs et se met dans un pilotage à vue sans précédent, mettant en danger le présent et l'avenir de notre vieille nation. Voilà ce qu'il a fait. Alors on ne peut pas citer l'accord d'Alger comme étant à son actif. La preuve, l'accord d'Alger ne connaît pas d'application. La mise en œuvre de l'accord d'Alger patine parce que à Bamako, il n'y a pas de vision. Le président a eu une initiative qui aurait été une bonne initiative si elle n'avait pas connu des évaporations financières, des détournements, des deniers publics sans précédent. C'est la loi d'orientation de programmation militaire, 1230 milliards de francs CFA sur 5 ans. Mais tout le monde sait que la mise en œuvre de la loi de programmation militaire a été émaillée, jonchée de scandales financiers, de détournements de l'argent destiné aux femmes. Vous avez des hélicoptères Puma d'occasion qu'ils ont achetés à prix d'or et qui sont cloués au sol depuis qu'ils sont ici. Ils ne citent pas ces Puma parmi les acquisitions qui sont faites. Il y a un de ces 2 hélicoptères Puma qui a été payé cash. Vous imaginez des milliards transportés dans je ne sais quoi pour payer un hélicoptère? Ça veut dire que les dépenses dans le cadre de la loi de programmation militaire ont été des dépenses qui se sont évaporées, qui se sont effectuées
dans un cadre de détournement. Et récemment, il y a eu les Super Tucano qui sont arrivés. Il y a eu beaucoup de publicité. Vous connaissez une armée qui ouvre ses portes devant les caméras pour montrer ses acquisitions? Vous connaissez un chef d'État qui ouvre les portes des casernes de son armée pour montrer les armes et les avions qui ont été achetés? Donc ça veut dire que notre président est dans la publicité. Son objectif, c'est endormir le pays, c'est chloroformer le peuple, c'est mettre de la poudre aux yeux des gens. Une armée qui se reconstruit, qui s'équipe, ça se fait dans le silence. C'est ça l'efficacité. Il a dit qu'il a acquis des avions. On aurait bien aimé les voir à l'œuvre dans un certain nombre de cas. Vous savez, il y a quelques mois, il y a eu une attaque contre Niafonké. Les terroristes ont attaqué Niafonké. Ils ont enlevé tout le matériel qu'il y avait. Le lendemain, ils ont exhibé sur Internet tout ce qu'ils nous ont pris à nos femmes. Il y a eu une quinzaine de morts, une vingtaine de blessés parmi nos jeunes militaires. Le sang a coulé. On n'a pas vu l'intervention des avions dont parle le président. Je crois que la mise en œuvre de la loi de programmation militaire a connu des scandales, des détournements d'argent qui ne sont pas à l'honneur des pouvoirs publics. Alors, si vous voulez nous citer l'armée, les acquisitions d'aéronefs comme étant un des exemples des efforts que fait le président, c'est que, en fait, vous reprenez la propagande du régime. Et vous, si vous êtes au Mali, si vous suivez la campagne du candidat Soumaïla, vous vous rendrez compte que le peuple malien espère, opérer l'alternance, et que Soumaïla Cissé est celui qui incarne cette soif d'alternance. Ce n'est même pas une quête, c'est une soif. Ce pays a soif de changement. Et celui qui l'incarne, c'est Soumaïla Cissé. Vous voyez bien la campagne du président, elle est poussive, elle ne démarre pas. Quand un président candidat prend la parole et que la salle se vide, quand c'était encore les stades qui se vidaient, on disait, bon, d'accord, ils ont amené que des petits gars, des enfants, mais c'est une salle, samedi dernier, il y a 48 heures, à l'invitation du Premier ministre, un meeting organisé par le Premier ministre pour dire que le bilan du président est appréciable. On en rirait. Comment est-ce qu'on peut dire que le bilan du président est apprécié? Mais alors, ok. Mais quand le président prend la parole, les invités dans la salle commencent à quitter. Votre confrère qui est là a probablement dû suivre cela. Non, le peuple malien a abandonné IBK déjà. Il reste seulement à le formaliser. C'est pourquoi il ne comptait que sur la fraude. Et cela aussi a été éventé. Qu'est-ce qu'il leur reste? Les remercier très bientôt et tourner la page des années IPK qui n'ont pas été des années glorieuses, qui n'ont pas été des années fastes pour notre pays.